les étalons victorieux des Diables Rouges du Congo sur leurs propres installations. Score 1-0, une étape de franchie dans la bataille pour la qualification aux phases finales du Mondial 2014. Il sera beaucoup question d'intégration régionale, notamment de cet accord entre la CEDEAO et l'UEMOA en vue de mutualiser leurs expériences et de mettre en convergence les stratégies d'intégration. Mort des silures sacrées dans le marigot Oué, un drame qui met en émoi les enfants de Sia. Des flots d'eau usés seraient à l'origine de cette triste situation. Le New York African Forum s'ouvre à Libreville. 700 leaders africains se retrouvent pour porter un regard nouveau sur l'Afrique, sur le devenir du continent. Madame, Messieurs, bienvenue aux actualités sur la RTB. Belle opération pour les étalons du Burkina Faso qui se sont imposés cet après-midi face aux Diables Rouges du Congo par le score d'1-0. Une réalisation signée de Aristide Bansé. Ce match comptait pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le reportage de Modeste Ouedraogo. L'opération qualification de Charles Kabouré, ses coéquipiers, est en marche. Les Diables, qu'ils soient rouges ou noirs, ne peuvent absolument rien. Les Congolais, dans leur propre jardin au stade municipal de Pointe-Noire, se sont fait endiabler. Et pourtant, cette rencontre se présentait selon les observateurs comme la plus difficile, mais les étalons ont su trouver la réponse en optant d'attaquer les Congolais. Les Burkinabés entament bien la partie et alertent en premier le portier congolais. À la 8e minute, Abdou Razak Traoré travaille sur le côté centre pour personne. Le jeu burkinabé est séduisant, rappelant même parfois les bons moments de la CAN 2013. Les Diables Rouges ne se laissent pas pour autant impressionner par les vice-champions d'Afrique. Sur ce centre de la 10e minute, Daouda Diakité est sauvé par la barre transversale. Le match s'anime. Les Burkinabés accentuent la pression dans le camp congolais et obligent Maël Épicier à mettre son gardien en difficulté. Ici, à Ouedraogo en embuscade manque le cadre. Nous jouons la 21e minute. À la 38e, sur cette longue balle, Aristide Bansé dévie pour Issaka Ouedraogo sur le côté avant de se retrouver à la conclusion. 1-0, c'est le meilleur scénario pour Paul Put et ses poulains qui prennent la pause avec cet avantage. À la reprise, les Diables Rouges optent pour l'offensive. Ils possèdent la balle, tentent des incursions, mais la muraille verte est en place. Les étalons subissent, mais sans être vraiment inquiétés. Sur cette remise en jeu de Mohamed Kofi, la défense congolaise se trouve, mais l'attaquant burkinabé manque le cadre. Les Congolais assiègent le camp burkinabé à nouveau, mais Daouda Diakité est vigilant. Paul Put décide de muscler son milieu de terrain avec l'entrée de Diakra Diakone à la place de Razak Traoré. Les étalons retrouvent leur jeu et sur cette belle combinaison, Nakoulma écrase sa frappe. Les Diables Rouges courent derrière l'égalisation jusqu'à la fin du temps réglementaire. À la 6e et dernière journée, le Burkina Faso reçoit le Gabon pendant que le Congo se déplace au Niger en début septembre. À Vienne, le président du Faso a rendu une visite de courtoisie au président fédéral d'Autriche avec Hans Fischer. La coopération bilatérale et multilatérale entre l'Autriche et le Burkina ont été passées en revue. Le compte rendu de Alassane Zéo et de Arsène Évariste Kabouré. Au palais de Hofburg, où le président du Faso a été reçu par son homologue autrichien, il a surtout été question de coopération bilatérale. La coopération entre le Burkina Faso et l'Autriche date des années 60 avec des appuis au niveau du développement rural et de la formation technique avec le centre austro-burkinabé. Cette rencontre a été l'occasion de manifester une fois de plus l'intérêt de ce genre de coopération. Nous avons essayé de soutenir les efforts de développement du Burkina Faso et je peux vous assurer que c'est une destination favorite pour nos efforts de développement. Et j'ai saisi l'occasion pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour la nomination ou l'élection de Monsieur Lassina Zerbo en qualité de secrétaire exécutif de l'OTIS. J'ai informé Monsieur le Président du Faso que mon pays est disposé à appuyer l'Union africaine pour qu'il puisse établir un bureau de liaison au niveau de Vienne. J'ai également remercié le président du Faso qui a bien voulu m'informer de la situation qui prévaut au niveau du Mali en termes donc de sa médiation, parce que nous sommes particulièrement intéressés à tout ce qui se passe au niveau donc du continent africain. Il y a 2 ans de cela, j'ai effectué moi-même une visite au niveau donc du Mali.
et nous suivons de très près l'évolution de la situation au niveau de ce pays. Je peux même vous assurer que le président du Faso est très bien informé de la situation qui prévaut au niveau de l'Autriche parce qu'il m'a félicité pour la victoire de l'équipe de football contre la Suède la semaine passée. And he's informed about Austria. I saw when he congratulated me to the victory of Austrian soccer team against Sweden last week. C'est une visite que le président du Faso a appréciée à sa juste valeur. Bien sûr, apprécier les performances de l'Autriche, en même temps que j'ai aussi apprécié les efforts du gouvernement autrichien dans les domaines qui nous intéressent tous, c'est bien sûr le développement, car comme nous l'avons constaté, c'est un pays très dynamique qui a des résultats économiques très intéressants, très élevés, à un chômage en recul très fort par rapport à l'ambiance générale. Et nous avons aussi apprécié la disponibilité du gouvernement et du pays, l'Autriche, à nous accompagner dans nos efforts aussi de développement, notamment dans la formation professionnelle et technique, comme cela était au départ de notre coopération. Et bien sûr, nous avons, comme m'a dit le président, évoqué aussi les questions de paix et de stabilité, car l'Autriche, comme le Burkina, c'est donc des pays enclavés qui ont besoin d'avoir un environnement extérieur très sûr et très apaisé. Et les efforts que nous déployons pour accompagner les Maliens dans la recherche de la paix, cela a été évoqué et nous avons aussi compris que l'Autriche était prête à accompagner le continent africain à travers des relations avec l'Union africaine pour consolider davantage la paix et le développement sur le continent. Le président Compaoré a rencontré également le groupe africain des diplomates en poste à Vienne. Ils ont fait ensemble un tour d'horizon des problèmes du continent et échangé sur les perspectives. Reportage toujours signé de nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Arsène Évariste Kaboré. Les diplomates africains accrédités en Autriche sont venus rencontrer le président du Faso pour savoir plus sur sa visite en Autriche et s'enquérir des nouvelles du pays. Le président du Faso a dans un premier temps salué l'esprit de cohésion dans le groupe africain. Il a ajouté que c'est d'ailleurs grâce à cet esprit que Lassine Azerbo a été élu secrétaire exécutif de l'OTIS. Et je salue la sagesse des chefs d'État africains de se mobiliser autour d'une candidature et je crois qu'avec votre soutien, cela a fait le succès que nous avons connu hier. Le président du Faso a tenu à relever quelques points essentiels et qui méritaient qu'on s'y attarde. Il s'agit entre autres de la démocratie et des droits de l'homme. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui sur le continent, c'est l'avenir. Et comment organiser l'avenir sans la paix sur le continent? La paix, si on peut le dire pour une société, même pour un continent, c'est sûr que ça commence d'abord par la gestion des familles, par les relations humaines qu'on peut organiser dans la famille, dans le village, dans la région et dans le pays d'abord. L'organisation moderne des États que nous avons aujourd'hui, qui fait que au niveau, à la tête des États, il y a la représentation. Ça commence par le chef de l'État, les députés, les ministres, etc. Il est certain que c'est à ce niveau que nous devons agir pour faire en sorte de consolider la paix sur le continent. Il n'y aura pas de paix sans l'acceptation de principes clairs, simples, autour desquels tout le monde se mobilise, comme les principes de liberté, les principes de justice, de partage des richesses de nos pays, de l'acceptation des uns et des autres malgré nos différences. Je crois que ce sont des bases sur lesquelles nous devons tous partir. La rencontre entre le président du Faso et le groupe africain s'est poursuivie à huis clos.
Pendant ce temps, les ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires étaient réunis à Ouagadougou pour prendre des décisions de réforme en vue de faciliter la création d'entreprises. Ainsi, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique seront rendus flexibles pour permettre donc l'intégration. Et puis d'autres questions relatives notamment à la charte de l'OHADA, au personnel et aux préparatifs des 20 ans de l'institution ont été évoquées. Reportage signé de Moumouni Soubeiga. Du règlement des procédures de la Cour commune de justice et d'arbitrage à celle de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales en passant par la répartition des contributions des États partis au budget, tout a été passé au peigne fin en cette première session de l'OHADA. Et de la vue des acteurs, les décisions issues de ces travaux apporteront une touche particulière à l'institution. Nous sommes arrivés à un consensus qui fait que les autres pays qui sont d'accord pour procéder ainsi ont maintenant la latitude d'avoir des législations internes permettant, n'est-ce pas, de déroger à cette obligation-là. Et naturellement, nous pensons que les autres pays qui avaient des contraintes chez eux peuvent également continuer à gérer leurs dossiers conformément à leur législation interne. Au regard de l'apparition de nouvelles réalités économiques internationales et régionales, les réformes proposées se veulent flexibles et conséquentes. La vision, c'est de faciliter la création des entreprises susceptibles de pousser la croissance et lutter contre la pauvreté. Dans la plupart de nos pays, nous avons un secteur informel très considérable et qu'il faut sortir les gens de la précarité. L'OHADA, ce n'est pas la théorie, c'est pour toucher les gens. Vous voyez, les gens qui se débrouillent tous les jours au bord de la route et tout ça, mais qui veulent évoluer. Il faut que nos gouvernements leur tendent la main. Je crois que le travail que nous avons fait va dans cette direction. C'est essentiel. La première session du Conseil des ministres de l'OHADA se termine sur une note de satisfaction, mais le combat continue selon les experts. Des divergences demeurent encore et tous espèrent trouver un terrain d'entente les sessions à venir. La CEDEAO et l'UEMOA signent un protocole de coopération pour mutualiser leurs expériences et pour mettre en convergence les stratégies d'intégration et accélérer la croissance économique en Afrique de l'Ouest. Les présidents des deux institutions, les commissaires et une cinquantaine d'experts étaient présents à la signature de l'accord de Ouagadougou. Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. Un protocole de coopération révolutionnaire. L'UEMOA et la CEDEAO ainsi que des organisations intergouvernementales de l'espace ouest africain, se décident enfin de regarder dans la même direction. À travers cet accord qui vient d'être signé ce vendredi 14 juin, ces deux institutions et les organisations se résolvent à agir désormais de manière ordonnée et cohérente face aux partenaires. Il s'agit donc d'une synergie pour une intégration accélérée en Afrique de l'Ouest. Nous avons pensé qu'il était utile et indispensable qu'il y ait une coordination et une harmonisation dans l'action de toutes ces organisations intergouvernementales en Afrique de l'Ouest pour éviter les déperditions d'efforts, pour éviter les doubles emplois, et donc nous pourrons ainsi être efficaces. L'accord de Ouagadougou insiste entre autres sur la facilitation du transport à travers la poursuite des politiques de postes de contrôle juxtaposés, l'harmonisation des tarifs extérieurs communs, la relance des négociations sur les APE, les accords de partenariat économique, le renforcement de la coopération juridique. À l'issue de la 5e TICAD, le Japon met à la disposition des pays africains un fonds de développement. Et les deux institutions, CEDEAO et UEMOA, veulent bénéficier au mieux de ces financements pour renforcer la sécurité dans l'espace UEMOA et réaliser des infrastructures. Nous avons des organisations qui peut-être intervenir dans des créneaux différents, mais nous avons voulu, à travers nos actions et nos relations, organiser cela de telle sorte que le principe de la subsidiarité soit présent dans les prises de décision. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il sait le mieux faire et le monde ne s'en porterait que mieux. La prochaine étape de ce processus sera d'aller vers les partenaires comme la Banque mondiale et l'Union européenne dans une vision cohérente et harmonisée. Mais ces institutions sont conscientes également que l'Afrique de l'Ouest ne se portera mieux que lorsqu'elle va se diriger d'une Afrique de l'Ouest des gouvernements vers une Afrique de l'Ouest des peuples.
Les administrations fiscales de l'UEMOA cherchent également à s'accorder et à harmoniser leur politique. Un forum se tient à Ouagadougou depuis hier. C'est un cadre de concertation appelé à faire des propositions aux États et à l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour permettre de concevoir des politiques fiscales harmonisées au profit de la communauté. Le reportage de Ramatou Zida et de Jacques Lamissa Tarpaga. Venus des différents pays de l'espace UEMOA, ces directeurs généraux des administrations fiscales se penchent sur la question de l'harmonisation des politiques fiscales dans l'espace. Ce cadre de concertation devra permettre de travailler en synergie d'action en vue de l'exécution des conventions fiscales, l'assistance administrative pour le recouvrement, le contrôle et le contentieux de l'impôt. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à l'avant-garde de la réflexion et de la conception pour tout ce qui est fiscalité dans l'espace UEMOA. Vous n'êtes pas sans savoir que la fiscalité depuis 1998 a été harmonisée dans l'espace UEMOA. Alors chaque fois que nos dirigeants ont un souci en matière fiscale, alors ils nous invitent à réfléchir et à concevoir les textes appropriés à cet effet. Ce consortium des administrations fiscales de l'espace UEMOA prévoit un vaste programme de formation des agents des impôts. Il a également œuvré à la conception et à l'adoption en 2008 d'une convention de non-double imposition dans l'espace communautaire. Vous savez qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA, ce qui fait que des entreprises d'un pays quelconque de l'UEMOA peut aller travailler dans un autre pays, il va dégager des bénéfices. Surtout en impôt sur le revenu, il faut éviter que l'entreprise soit taxée 2 fois dans son pays de résidence et dans le pays où il va travailler ponctuellement. Créé en 2004, le forum a vu ses activités suspendues suite aux crises survenues dans certains pays membres de l'UEMOA. Ces activités ont été relancées en juillet 2012 et cette deuxième rencontre de l'année devra permettre d'aboutir à l'adoption du programme d'action. À Pau, dans le centre-sud, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale sensibilise le public sur les entraves liées à la libre circulation des personnes et des biens et sur les moyens de les lever pour permettre une intégration véritable des populations de la CEDEAO. Le reportage est signé de Abdul Rasmane Zongo. La problématique de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO commande la présente rencontre et sur l'initiative de la diplomatie burkinabé. Cette libre circulation en réalité n'est pas tout à fait libre, car butant contre des pratiques anormales, désignées sous le multiple vocable de contrôles intempestifs, de perceptions illicites sur les trafics routiers et fraude. Il faut donc informer et sensibiliser davantage le public. Et c'est pour cela que nous organisons régulièrement donc ces ateliers pour informer les acteurs impliqués dans l'intégration régionale pour qu'ils comprennent la nécessité donc de la fluidité des trafics, la nécessité pour les populations de pouvoir se déplacer et de pouvoir donc contribuer de ce fait à la mise en œuvre effective et à la consolidation de l'intégration régionale. Les divers participants bénéficieront de modules devant leur permettre de s'approprier et d'appliquer correctement les principes cardinaux de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace économique. L'ambition affichée est de contribuer à favoriser réellement le brassage culturel, les échanges commerciaux et la coopération intracommunautaire. Cela s'appelle l'intégration des peuples et la CEDEAO n'en attendait pas mieux. La problématique des frontières africaines face aux défis de l'intégration. La réflexion est lancée par le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des frontières. Le panel organisé dans ce contexte avait pour objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de promouvoir une cohabitation paisible au niveau des frontières et sur la nécessité surtout de favoriser l'intégration sous-régionale et régionale. Le reportage de Nathalie Sawadougou Nabaloum. Les conflits frontaliers sont de plus en plus récurrents et entravent la bonne marche de l'intégration régionale en Afrique. Pour trouver des solutions pérennes à la gestion de ces frontières,
Le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité a organisé un panel regroupant les différents acteurs du domaine pour informer et sensibiliser les participants sur la nécessité de promouvoir une cohabitation paisible au niveau de nos frontières. Ce panel, au regard donc, du thème de la problématique des frontières et de l'intégration, est très pertinent. Ça vise surtout à informer et à sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de promouvoir une cohabitation harmonisée et paisible au niveau de nos frontières héritées de la colonisation et surtout favoriser l'intégration sous-régionale et régionale qui demeure donc la préoccupation de nos instances régionales au niveau de la sous-région. L'organisation de ce panel s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des frontières instituée par l'Union africaine. Une occasion pour les acteurs de mener des réflexions en vue de définir de nouvelles orientations pour une gestion efficace et efficiente des frontières en Afrique. Il s'agira de faire une lecture historique pour montrer comment fonctionnaient les frontières avant la colonisation. Est-ce que ces frontières étaient des facteurs d'intégration ou de division? Et quelle était la caractéristique des frontières avant la colonisation? Et voir quelle rupture le processus colonial a-t-il introduit donc, en matière d'intégration et en important sur l'espace africain ce type de limites. Les conclusions qui sortiront de ce panel vont permettre au ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité d'en tirer profit pour élaborer un document de politique nationale des frontières qui jusque-là n'existe pas. Dans le centre-ouest, un nouveau conseil régional s'installe. Il est fort de 76 conseillers ici de 4 provinces et de 38 communes. Pendant 5 ans, ce sont ces hommes et ces femmes qui vont coordonner et organiser le développement au niveau de la région du centre-ouest. Le reportage de Sali Nana. Ils sont 76 et viennent des 38 communes de la région du centre-ouest. C'est la nouvelle équipe dirigeante de la région pour un mandat de 5 ans. Le conseil régional a pour mission de définir les orientations en matière de développement de la région. Installés dans leurs fonctions, le président et son équipe comptent sur l'unité des forces des fils et filles de la localité pour bâtir le centre-ouest. Nous allons baser notre action sur la mise en œuvre du programme régional de développement qui couvre la période 2012-2015, une bonne partie de notre mandat. Le programme comporte 5 axes de développement que nous allons travailler à enrichir et à mener pour le développement de la région du centre-ouest. Ce conseil régional entame ainsi son quinquennat avec un soutien de taille, celui du chef du gouvernement. Le Premier ministre a effectué le déplacement de Koudgou pour encourager le bureau exécutif et les conseillers dans leurs efforts pour développer le Burkina. Ce que nous attendons, c'est que ce conseil puisse fonctionner dans un esprit de collégialité, dans un esprit d'harmonie, même si à l'intérieur du Conseil, il y a plusieurs forces politiques et qu'ils mettent toujours en avant le seul intérêt qui vaille, celui de l'intérêt des populations de la région du centre-ouest. Les anciens, les jeunes, les femmes, la société civile se sont aussi engagés à accompagner le Conseil régional dans sa tâche pour améliorer leurs conditions de vie et pour la construction de la région. Nous avons la conviction que s'il n'y a pas d'union des fils et des filles de la région, il n'y a pas de développement. Ce que je voudrais aussi lancer comme message à l'intention du Conseil régional, je voudrais les inviter à prendre à bras le corps le plan régional de communication et le plan régional de développement de la région qui nous ont communiqué. Le rôle des conseils régionaux est fondamental dans le processus de décentralisation au Burkina. Et c'est dans la cohésion que celui de la région du centre-ouest compte consolider les acquis et relever les défis. Le département de la santé remet la planification familiale au centre des priorités. Un plan de relance va être mis en œuvre. Le projet va s'étaler sur 2 ans et va mettre l'accent sur l'intensification de la sensibilisation en matière de promotion de l'espacement des naissances à Dori, où les indicateurs sur la santé de la mère et de l'enfant sont des moins reluisants. Les responsables du ministère de la Santé ont dévoilé les objectifs qu'il va falloir atteindre d'ici 2015. Le reportage de Alidou Badini et de Marguerite Douaniou. La situation de la santé de la mère et de l'enfant n'est guère reluisante au Sahel et cela semble faire l'unanimité au sein des experts.
Mais la région ne fait pas tellement l'exception, tant les indicateurs dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale sont au rouge au Burkina. La relance de la planification familiale est la voie qui pourra conduire à l'atteinte des objectifs de 2015 en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et c'est toute une semaine qui a été consacrée à cette relance au Burkina. Le domaine de l'offre où on fera de telle sorte qu'il y ait des services de qualité en matière de planification familiale. Le domaine de la demande où nous allons mener beaucoup d'activités de sensibilisation pour que les hommes, les femmes puissent recourir aux services de planification familiale. Nous avons le domaine de l'accès où nous allons beaucoup mettre l'accent sur la disponibilité des produits. Et le quatrième domaine, c'est le domaine de la coordination du suivi. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, donc il est important qu'on puisse s'accorder sur ces aspects-là. Au Sahel, les femmes ont déjà une idée sur la conduite de cette sensibilisation dans cette région qui résiste encore au planning familial. La meilleure manière que nous voulons utiliser, c'est la stratégie de porte en porte, pour ne pas dire de couple en couple, et faire comprendre, parce que non seulement il y a le refus, mais aussi il y a l'ignorance. Vu la religion, les gens croient que l'espacement de naissance est contre-indiqué par la religion. Les hommes doivent se sentir concernés par la question de l'espacement de naissance, qui est l'une des causes du taux encore élevé de la mortalité maternelle et infantile au Burkina. Et ce sont eux qui sont interpellés au premier chef dans la présente stratégie. Par le passé, il y a eu beaucoup d'activités de sensibilisation qui ont été faites, mais beaucoup plus centrées sur les femmes. Parce qu'effectivement, c'est les femmes qui portent la grossesse et qui donc sont les premières au centre de la maternité. Mais il faut aussi maintenant prendre en compte la dimension des hommes et même des jeunes dans la question. Et la voix de la première dame du Faso, qui est en première ligne dans cette bataille, a résonné depuis Dori ce 14 juin pour faire écho à travers le pays. Je tiens à demander aux couples de faire des efforts pour l'espacement des naissances. C'est très important pour la mère et pour l'enfant. Donc vous avez pu voir à travers le sketch de tout à l'heure, comme quoi il faut faire des espacements de naissance et puis fréquenter les centres de santé. Surtout ça. La semaine de sensibilisation sur la planification familiale se déroulera du 17 au 23 juin prochain dans toutes les régions et invite est faite aux femmes et aux jeunes filles à prendre leur avenir en main pour le bien-être de toute la société. L'Ordre national des médecins s'interroge sur les droits du patient et la responsabilité médicale. C'est dans le cadre de son 4e congrès et de la 7e journée du médecin. Les membres de l'Ordre ont été interpellés sur la nécessité d'harmoniser leurs pratiques et d'offrir des soins de qualité aux patients. Le reportage de Lazare Pouya. Pour ce 4e congrès de l'Ordre national des médecins du Burkina Faso, les congressistes ont choisi de réfléchir sur le thème « Droits des patients et responsabilité médicale ». Face aux nombreuses critiques formulées à l'endroit des professionnels de la santé, il était temps que les spécialistes du domaine se penchent sur comment le patient peut exercer ses droits sans remettre en cause la responsabilité médicale. Les congressistes devront également revisiter les sanctions prévues par la législation burkinabé dans le cadre de la responsabilité médicale. Sans confiance, il n'y a pas de confidence. Et sans confidence, il n'y a pas de possibilité de prise en charge du patient. Donc c'est pour expliquer à nous-mêmes, à tous ceux qui sont présents à ce congrès, quelle est la responsabilité que nous avons pour pouvoir avoir des soins de qualité, pour pouvoir avoir du respect pour la société et que la société nous respecte et que nous puissions faire de notre métier art, notre profession, et que cette profession-là soit reconnue. Et c'est pour que les droits du patient soient reconnus que les 200 participants à ce congrès vont au cours de leurs travaux adopter le code harmonisé de déontologie des médecins et chirurgiens dentistes de l'espace CEDEAO. Les congressistes à ce 4e congrès de l'Ordre des médecins et à cette 7e journée du médecin burkinabé vont au cours de ces 2 jours de rencontre procéder au renouvellement de l'instance dirigeante de l'Ordre en activité depuis 2005. Chacun de nous, autant que nous sommes, souhaitons effectivement qu'il y ait toujours une relation de confiance qui s'établisse en permanence entre le patient et entre nous, malades, et le médecin qui assure des soins pour nous. Donc c'est en cela que le thème est très important. Ils doivent aussi renouveler, j'allais dire, le conseil et notamment le bureau de l'Ordre, et nous encourageons à arriver à trouver un bureau qui réponde à leurs aspirations
mais qui travaille aussi en étroite collaboration avec les autorités du ministère de la Santé pour un meilleur devenir de notre système de santé tout simplement. Le monde du XXIe siècle étant celui de la communication, aussi le patient a-t-il le droit à des prestations de qualité et aux informations répondant à ses besoins. L'Office national de la sécurité routière, ONASER, qui agit en amont à travers la prévention et la répression, veut contribuer à l'amélioration de la prise en charge des accidentés. Ce 14 juin 2013, il a offert au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo un lot de matériel biomédical d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Oswald Gaëtan Segida et Momoni Soubeiga. Avec ce lot composé de matériel médical, de secours d'urgence et d'équipements hospitaliers, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, veut éviter l'aggravation de l'état de santé des accidentés par une prise en charge adaptée. L'ONASER fait de la sensibilisation, fait de la répression par moment, et ce sont des actes qui ne suffisent pas. Nous pensons avoir toujours les moyens de continuer d'appuyer ces structures-là pour montrer qu'il n'y a pas que la répression, il y a aussi de l'action par des dons pour permettre que les blessés aient de meilleures conditions de vie, les malades aient de meilleures conditions de vie. Pour le directeur général de l'hôpital Yalgado, l'esprit de ce geste est à saluer. La valeur du don, c'est sa correspondance avec nos besoins réels. Et c'est pourquoi nous avons tenu à souligner avec force cette approche de l'ONASER, faite de respect, de dignité, qui se sont dit, même si nous devons les aider, il faut qu'on les aide dans ce dont ils ont besoin. Et c'est cela qu'il faut magnifier comme esprit. Et vous avez ce matériel, vous le constatez vous-même. C'est du matériel qui va contribuer à l'amélioration de la prise en charge directement. Ces dons de matériel d'un coût global de près de 26 millions de francs CFA s'inscrit dans la première phase d'un projet initié par l'ONASER. Dans les jours à venir, le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo Dioulasso et la brigade nationale des sapeurs-pompiers seront les hôtes de l'ONASER. Les producteurs de la région du centre-nord ont à leur tour sont rentrés en possession de leurs intrants et de leurs équipements agricoles pour bien réussir la campagne 2013-2014. C'est à Tau, à 10 km de Kaya, à Louda plus précisément, que le gouvernement a remis son soutien aux producteurs. Estelle Judith Assorba. Cette remise symbolique marque le lancement officiel de la campagne de distribution des intrants et équipements agricoles dans le centre-nord. C'est un geste du gouvernement burkinabé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Ils mettent ainsi à la disposition des producteurs de cette région et à prix subventionné 400 tonnes de semences certifiées de variétés améliorées et 436 tonnes d'engrais. Pour ce qui concerne les équipements agricoles et animaux de trait, ce sont entre autres 950 charrues et charrettes, 500 buteurs, 326 bœufs et 495 ânes qui seront distribués. Le coût de ces opérations s'élève à plus de 628 millions de francs CFA. L'objectif, c'est donc de contribuer à accroître la productivité et les productions agricoles, de manière donc à assurer la sécurité alimentaire pour la population. Le kit complet, il y avait les semences, les engrais, les matériels agricoles et les animaux de trait. Ces opérations de fourniture d'intrants et d'équipements agricoles s'étalent sur une période de 3 ans. Pour assurer une distribution équitable de ce matériel agricole, les villages de chaque commune ont été répartis en 3 groupes. Pour la présente campagne, ce sont ceux du premier groupe qui sont à l'honneur. C'est quelque chose qui nous encourage et qui nous aide à mieux faire cette campagne. J'aimerais faire au moins 12 hectares de semences de sorgho, du mil. Avec ces intrants et équipements en possession, ces producteurs motivés n'attendent plus que la pluie pour se mettre à l'œuvre. Comment mieux accompagner ses membres à s'insérer dans les filières, et la Fédération des professionnels agricoles du Burkina se pose la question. Elle a réuni ses membres en assemblée générale pour faire des propositions. C'était également l'occasion de leur présenter un bilan des activités de l'organisation. Le reportage est signé de Yolande Lompo.
le bilan des activités menées par le Conseil de gestion pour permettre à la Fédération des professionnels agricoles du Burkina, FEPAB, de continuer à fournir des services de qualité à ses membres en dépit des contraintes politico-économiques dont elle fait face, c'est tout l'enjeu de cette Assemblée générale ordinaire. Ce bilan, nous avons pu structurer un certain nombre de filières. Nous avons structuré la filière fruits et légumes, nous avons les céréales sèches, mil, maïs, sorgho, nous avons le niébé. Mais en retour, à l'intérieur de toutes ces grandes familles-là, nous sommes en train de travailler à la mise en place de l'Union nationale des producteurs de maïs pour qu'on puisse, voilà le mandat qui avait été donné. Et en même temps, l'autre mandat, c'était de voir comment la PEPAB pouvait accompagner ses membres à la professionnalisation. Je pense qu'à ce niveau aussi, quand on parle de professionnalisation, des professionnels, il s'agit d'avoir de l'équipement et surtout de pouvoir faire une bonne planification. Nous sommes en pourparlers avec le ministère de l'Agriculture à travers la SONAGES où nous proposons des ventes aussi. C'est toutes ces activités-là dont nous allons faire le point avec l'ensemble de tous nos membres pour que chacun puisse comprendre ce qui s'est passé depuis la dernière assemblée à aujourd'hui. Le monde paysan ne peut être en reste de l'intégration régionale et cette rencontre qui se veut annuelle réunit producteurs et productrices autour d'un même idéal en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus. Des populations de la région du Sahel subissent les conséquences de leur hospitalité. Dans l'Oudalan, les familles ont vu leur précarité s'accroître pour avoir partagé leur nourriture et leurs terres avec les réfugiés maliens. Face à la situation, la Croix-Rouge burkinabé a décidé d'agir. 9 villages de la province ont reçu ainsi des vivres pour survivre à la période de soudure. Le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. L'afflux massif de réfugiés maliens au Burkina Faso, environ 50 000 sur le territoire national, a eu des conséquences sur la vie des populations autochtones, principalement au Sahel. Les terres de culture ont été occupées par les camps, les aires de pâturage partagées avec le bétail des réfugiés. Tout ceci a conduit Mohamed Attazou II, père de 10 enfants habitant le village de Ferrerio, à la mendicité. Et cette aide de la Croix-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge CICR est réconfortante, même sentiment chez cette quinquagénaire. La distribution de vivres a eu également lieu à Gandafabou, toujours dans la commune d'Edéou. Chaque chef de famille reçoit un sac de mil de 50 kg, 10 kg de haricots, 1 kg de sel et 5 litres d'huile. Pour la localité de Ferrerio, il faut dire que selon les statistiques officielles, nous avons à Ferrerio 1290 personnes, ce qui fait à peu près 215 ménages. Mais nous avons assisté 120 ménages à Ferrerio. Et au niveau de Gandafabou, on a une population estimée à 1107 personnes, ce qui fait à peu près 85 ménages. Et nous avons assisté 169. Cela aussi a dû un peu au résultat de l'évaluation, parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines localités, il y avait beaucoup plus de difficultés que dans d'autres. Nous espérons que cette population haute puisse passer la période de soudure vraiment tout en étant soulagée. C'est vraiment très important et c'est nécessaire. C'est nécessaire surtout que cette population a accueilli des réfugiés au début. Il ne faudrait pas qu'il y ait des frustrations entre les réfugiés qui reçoivent quand même un peu des acteurs humanitaires et cette population haute qui n'en reçoit pas. Ce sont en tout 9 villages de la province de l'Oudalan qui bénéficient de cette assistance. Sur place, la Croix-Rouge burkinabé lance un appel au CICR ainsi qu'aux autres partenaires humanitaires afin qu'il y ait plus de soutien à ces populations. Les vivres distribués ne suffiront que pour juste un mois. L'événement est ressenti comme une tragédie par les enfants de Sia, des silures sacrées morts. Les riverains du Marigot Oué ont fait l'amer constat hier. L'origine de cette mortalité de silures proviendrait des flots d'eau usée qui ont pollué le Marigot. Le constat de Achille William Kaboré. Des eaux usées dans le Marigot Oué. Cette substance polluante proviendrait de la zone industrielle par ce canal pour se déverser ici, un lieu sacré pour bien de Bobolais. C'est à l'approche de l'hivernage même que ça vient beaucoup comme ça. S'il pleut parfois, je ne sais pas comment ils font, ils ouvrent les vannes là, bon, nous on ne comprend rien quoi. Donc comme ça là c'est pas bon. S'ils pouvaient voir de ce côté là vraiment, ça allait arranger la population même quoi.
puisque les gens viennent faire les sacrifices beaucoup de fois dans le marigot. On a constaté que quand c'est au moment, quand il veut pleuvoir, la personne fait pour évacuer son eau et puis profiter avec l'eau de la pluie pour que ça passe. Mais si son calcul a échoué, puis s'il n'y a pas eu de la pluie, c'est en ce moment qu'il y a ces dégâts-là ici. Et les conséquences sont immédiates. Au premier lieu, la survie de ces silures sacrées est menacée. Les activités qui se développent aux abords de ce marigot le sont également. Et ceux qui viennent pour des offrandes sont obligés de rebrousser chemin. Une situation qui embarrasse plus d'un à Bobo-Dioulasso à côté du silence des autorités compétentes. Les conséquences sont que les poissons meurent. Et comme c'est des poissons sacrés, bon, dans la superstition ou aussi dans l'équilibre sociologique, ça a aussi un effet sur la population. Tous ceux qui croient en cela, ça leur apporte un certain déséquilibre social. Et même le fait que la mare fait partie des sites de visite du musée, nous aussi au niveau du musée, ça nous affecte. Parce que les poissons aujourd'hui sont considérés pour nous comme des cohabitants. Ici, on a eu l'idée de sauver quelques silures. Et en attendant que ces eaux passent, dans combien de temps, on ne le sait pas, ces espèces se débattent pour survivre. Les Lions Club et les Léo réexaminent leur règlement intérieur pour mieux servir. Cette activité se passe dans le cadre d'une journée consacrée au 5e forum de la Fondation Lions Club. Éléonore Yerbanga. Les Lions et Léo Club du Burkina, unis pour un bon fonctionnement de leur fondation. À travers leur 5e forum national, les Lions du Burkina entendent examiner le statut du règlement intérieur et répondre aux questions cruciales de la vie de l'association. Les textes, une fois revisités et adoptés, devront permettre à la Fondation de remplir au mieux sa mission. La mission essentielle des Lions Club, c'est de servir. Servir qui? Servir les couches sociales les plus défavorisées, là où l'action de nos autorités est administrative, c'est-à-dire là où l'action de l'État est insuffisante, les Lions iront toujours vers ces différentes populations. Un accompagnement du gouvernement burkinabé salué ici par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. C'est une très bonne initiative puisque le Lions Club et le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale travaillent sur le même terrain. Nous avons les mêmes publics cibles. Donc vraiment c'est une très bonne collaboration. C'est pour cela que le ministère est toujours aux côtés des Lions Club à chaque fois qu'ils ont une manifestation. Ce 5e forum se tient à l'égide de la fin du mandat du bureau du district, un mandat au cours duquel le bureau a pu organiser des œuvres sociales à hauteur de plus de 974 millions de francs. Par l'émergence d'une Afrique innovante, voici l'ambition du New York Africa Forum qui réunit à Libreville près de 700 leaders, des décideurs politiques et économiques qui se retrouvent pour penser de l'avenir du continent africain. Vous souhaitez à tous réunir des décideurs politiques et économiques pour penser l'avenir du continent africain. C'est l'ambition affichée par le New York Forum Africa qui tient sa 2e édition à Libreville au Gabon. Un événement à l'initiative du président gabonais et du publicitaire et homme d'affaires Richard Attias. Parmi leurs nombreux invités, cet entrepreneur à la tête d'un grand groupe de défense et d'armement. Pendant longtemps, on a parlé de l'essor de l'Afrique et c'est un petit peu ce qui s'est passé, dit-il. Maintenant, c'est une réalité. La réalité, c'est que les Africains aujourd'hui sont responsables de leur avenir. Le fait que tout le monde vienne en Afrique en est la preuve. Faire des affaires, mais aussi permettre au continent de se prendre en main, c'est le credo d'un autre participant, PDG d'un groupe financier gabonais. Il faut d'abord commencer par des produits sains. L'Afrique a une population jeune, très importante, a des ressources minières importantes. Donc à partir de là, l'émergence de l'Afrique, ce n'est pas un choix, mais c'est une nécessité. Une nécessité parce que la jeunesse africaine, parce que les Africains doivent vivre en Afrique et donc par ricochet développer l'Afrique par leurs propres moyens.
Promouvoir l'émergence d'une Afrique innovante et autonome, le New York Forum Africa s'y emploie. Durant 3 jours, quelques 700 personnalités vont participer aux nombreux débats. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.